Bonsoir à tous et bienvenue sur Amants et mensonges, là où les secrets les plus intimes prennent enfin la parole. 8 ans sans un regard, sans une main effleurée, sans une vraie nuit à deux. Et puis, en une seconde, tout explose. Ce que j'ai vu cette nuit-là n'était pas une simple trahison. C'était une réécriture entière de ma réalité. Et elle dansait au cœur du mensonge. Si cette histoire vous captive dès les premières secondes, pensez à vous abonner, liker et surtout laisser un commentaire après l'écoute, ça fait vivre la chaîne et ses histoires. La maison était figée. Pas dans ce silence réconfortant des soirs d'automne, mais dans ce genre de calme qui vous colle à la peau, qui rampe sous l'épiderme et s'ancre dans les os. Le genre de silence qui suit une guerre froide, quand les mots n'ont pas explosé, mais que tout est déjà détruit. Je m'appelais Adrien Morel. Et ce soir-là, j'étais assis au bord du lit conjugal, encore habillé, les mains jointes comme un homme attendant un verdict. Le cadran digital affichait 23h42 en lettres rouges ternes. Le drap, à côté de moi, restait impeccable. Froid. Camille ne venait plus se coucher depuis longtemps. La chambre sentait encore vaguement la lavande, notre lessive habituelle, mêlée à quelque chose d'aseptisé. Une absence de contact. Autrefois, ces murs avaient entendu nos rires, nos murmures nocturnes, nos matins impulsifs passés à s'aimer sans se poser de questions. Maintenant, c'était le vide. Des pas feutrés, une silhouette qui passe sans dire un mot. Je me suis levé lentement, avec une prudence ridicule, comme si le sol pouvait se briser sous mes pieds. Dans le couloir, la moquette épaisse avalait mes pas. Une lumière blafarde filtrait depuis le salon. Le vacillement bleu-orange d'une télévision en sourdine. Et là, je l'ai vue. Camille. Recroquevillée à l'extrémité du canapé, les jambes repliées sous elle, son téléphone vissé à la main. Elle ne m'a pas regardé. Pas même un battement de cils. Je suis resté là, dans l'encadrement de la porte, un peu trop longtemps. Je sentais le vide entre nous comme un gouffre. « Tu viens te coucher ?» ai-je demandé, doucement. Son pouce n'a même pas ralenti. Je dois finir un réel. Bien sûr. Encore une vidéo parfaite à poster pour son demi-million d'abonnés. Un mensonge filtré, joliment légendé. Il est presque minuit. Je sais. Encore quelques minutes. Cette phrase. Quelques minutes encore. C'était devenu notre berceuse, notre fuite quotidienne. J'aurais pu lui dire que je m'éteignais. Que ces 8 années à dormir chacun de notre côté, sans s'effleurer, me tuaient lentement. Que je ne me souvenais même plus de la sensation de sa main dans la mienne. Mais je n'ai rien dit. J'ai tourné les talons. Revenu au lit. Seul. Le lendemain matin s'est déroulé comme les autres. Chronométré. Silencieux. Un café sans goût, des regards vides, des gestes mécaniques. Elle est partie la première. Un baiser dans le vide, à quelques centimètres de ma joue. Comme une signature froide au bas d'un contrat expiré. Je l'ai regardé démarrer la voiture depuis la fenêtre de la cuisine. Mes doigts serrés autour de la tasse jusqu'à blanchir les jointures. Puis je suis allé travailler. Enterré dans mes rapports de cybersécurité, mes modèles de menaces, mes schémas de chiffrement. Le monde des données est froid, mais rassurant. Il ne ment pas. Mais ce soir-là, tout a basculé. Après un dîner sans mots, juste le bruit des couverts sur l'assiette, j'ai reçu un email. L'expéditeur m'était inconnu. Objet, tu mérites de savoir. J'ai hésité. Un spam? Une tentative de phishing? J'ai moi-même écrit les protocoles pour s'en protéger. Et pourtant, mon instinct m'a ordonné de l'ouvrir. Une seule ligne, ils t'ont menti. Au fond de toi, tu le sais déjà. Et un fichier vidéo. J'ai cliqué. L'écran est devenu noir. Puis, une pièce faiblement éclairée. Une musique sourde au loin. Des rires. Des corps. Des visages. Et elle. Camille. Mon épouse depuis 11 ans. Elle riait, les yeux brillants d'une lumière que je ne lui connaissais plus. Vivante. Sauvage. Déchaînée. Entourée. Ce n'était pas la femme qui me disait « Je suis fatiguée, chérie ». Ce n'était pas celle qui refusait mon toucher depuis 8 ans. Et dans un flou soudain, un visage a émergé. Un sourire.
Des yeux tranchants. Trop familier. Benoît. Le monde s'est arrêté. Mais cette tempête, je vous la raconterai, une nuit à la fois. Je suis resté là, figé dans l'obscurité, à regarder l'écran comme s'il pouvait m'expliquer ce que je venais de voir. Le visage de Camille, éclatant d'une lumière crue, charnelle, presque animale. Les sons étaient feutrés, mais ils ne laissaient aucun doute. Des rires, des soupirs, des corps enchevêtrés, une atmosphère de fête privée qui n'avait rien d'innocent. Et au milieu de ce chaos intime, ma femme. La même qui m'avait toujours dit « ce n'est pas toi, c'est moi ». La même qui repoussait mes mains avec douceur, presque tendresse, pendant toutes ces années. Et lui? Benoît. Mon frère d'armes. Celui qui m'avait porté sur ses épaules sous les balles, celui à qui j'avais confié ma vie sans hésiter. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était un anéantissement total. Je refermai violemment l'ordinateur. Le silence qui suivit était plus assourdissant que la vidéo elle-même. J'inspirai profondément. Une fois. 2. Je ne criais pas. Je ne pleurais pas. J'avais dépassé ce stade. À la place, je me suis mis à marcher. Comme une bête en cage. Chaque souvenir remontait à la surface comme un poison lent. Ce week-end à Cannes, où elle était partie entre filles. Les factures Uber étranges. Le parfum qu'elle avait dit avoir reçu en cadeau, mais qu'elle ne portait jamais avec moi. Ce retour à 3 heures du matin, l'odeur de vin, et ce baiser mou, vide. J'avais voulu croire. J'en avais eu besoin. Mais la vérité, elle, avait toujours été là. Et moi, j'avais été aveugle. Je suis allé dans la cuisine. J'ai ouvert le frigo, pris une bouteille d'eau. Mes doigts tremblaient légèrement. J'ai bu lentement, mécaniquement. Puis je me suis dirigé vers le garage. Dans un vieux tiroir, couvert de poussière, j'ai retrouvé un disque dur. Je ne l'avais pas touché depuis mes missions pour le ministère. Je l'ai branché à l'ordinateur, et j'ai commencé à transférer la vidéo. Toujours faire une copie. Toujours. Mes mains travaillaient comme si elles connaissaient déjà la procédure, mais mon esprit, lui, était ailleurs. Il recomposait un puzzle. Pas seulement ce qui s'était passé, mais comment cela avait été caché si longtemps. J'ai créé un dossier. Je l'ai nommé la 6e porte. Parce que sur la vidéo, la caméra passait devant 5 portes closes. Et la 6e, grande ouverte. À l'intérieur, tout ce qui avait brisé mon monde. Tout. J'ai reculé sur ma chaise, la lumière bleue de l'écran sculptant mon visage. Quelque chose avait changé en moi. Ce n'était pas de la colère. Ni du chagrin. C'était plus tranchant. Plus pur. De la clarté. J'ai murmuré, dans le vide, elle pensait que je ne saurais jamais. Puis j'ai cliqué sur enregistrer. Et tout a changé. Le lendemain, la journée a commencé comme toutes les autres. Les mêmes gestes, les mêmes silences, le même rituel sans âme. Mais moi, j'étais réveillé. Pour la première fois depuis des années. Je la regardais, Camille, préparer son smoothie avec une précision absurde. Lait d'avoine, beurre d'amande, protéines véganes. Chaque mouvement était millimétré. Contrôlé. Mais elle ne m'a pas regardé une seule fois. Autrefois, ça m'aurait blessé. Ce matin-là, c'était une révélation. Je suis resté assis, sans boire mon café, les yeux fixés sur elle. Elle portait ce vieux sweatshirt gris que je lui avais offert 15 ans plus tôt. Celui qu'elle disait trop confortable pour être jeté. C'était mignon, à l'époque. Maintenant, ça sonnait comme une insulte. J'ai toussé doucement. Elle a sursauté. À peine. Mais je l'ai vue. Tu as bien dormi? A-t-elle demandé, sans quitter son téléphone des yeux. J'ai attendu. Puis elle a soufflé un petit « je me suis écroulé tôt ». Le réel d'hier explose, je reçois une tonne de messages. J'ai hoché la tête. J'en suis sûr. Il y avait quelque chose dans ma voix. Un calme étrange. Elle a enfin levé les yeux, comme pour lire une langue oubliée sur mon visage. Mais moi, j'avais déjà appris à porter le masque. Je me suis levé, j'ai déposé ma tasse dans l'évier, et je suis parti. Pas un mot de plus. Mais je n'ai pas été au bureau. Je me suis garé sur un parking isolé, face à l'océan. J'ai sorti mon ordinateur.
J'ai rouvert le fichier la 6e porte. La première fois, j'avais regardé avec horreur. Cette fois-ci, avec précision. J'ai mis en pause. Zoomé. Isolé des visages. Chaque plan disait quelque chose. Et Benoît? Il n'était pas dans l'ombre. Il était au centre. Trop à l'aise. Trop chez lui. Les pièces commençaient à s'assembler. J'ai ouvert une autre fenêtre. Recherche de relevés téléphoniques, anciens accès à des boîtes mail oubliées. Camille changeait souvent ses mots de passe. Mais pas assez. J'ai trouvé des alias, des applications de messagerie, des photos supprimées mais toujours accessibles. Paiement via des APPS, une invitation à une nuit au chalet dans un calendrier partagé. Sans téléphone. Avec un emoji clin d'œil. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un accident. C'était un plan. Construit. Répété. Et moi, j'étais la cible collatérale. Ce soir-là, je suis rentré plus tard. Pas parce que j'avais du travail. Parce que je n'étais pas encore prêt à la regarder en face sans brûler. Camille était déjà là, enroulée dans son plaid préféré, la lumière tamisée, un documentaire en fond sonore qu'elle ne regardait même pas. Elle scrollait. Toujours ce téléphone. Toujours ce monde artificiel entre nous. Quand je suis entré, elle a à peine levé les yeux. T'as vu ce que j'ai posté aujourd'hui? A-t-elle lancé d'une voix légère, faussement détendue. Non, ai-je répondu. Journée chargée. Elle a penché la tête, tentant de capter une émotion sur mon visage. Tu vas bien? T'as l'air, je sais pas, ailleurs. Je me suis avancé dans le salon. Pas brusquement. Pas violemment. Juste, avec présence. Je sais pour le chalet. Son corps s'est figé. Mais elle n'a pas parlé. Pas encore. Ses doigts ont suspendu leur danse au-dessus de l'écran. Hésitation. Fleet. Je me suis approché d'un pas. La vidéo. Les messages. La 6e porte. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, imperceptiblement. Tu l'as regardée? A-t-elle murmuré? Je l'ai vue. Toute. Pas de cris. Pas de larmes. Juste l'absence. Le vide. Elle n'a pas nié. Elle n'a même pas tenté. Son visage s'est vidé de ses couleurs. Ce n'était pas de la peur. C'était le moment où un mensonge comprend qu'il a été vu. Où il sait que le jeu est terminé. Tu n'étais pas censé. J'ai levé la main. Pas pour l'interrompre avec colère. Pour clore le chapitre. Ne dis rien. Elle a tenté. Elle a cherché les mots. Adrien, ça ne voulait rien dire. Je me suis tourné. Lentement. Délibérément. Tu as passé 8 ans à construire un mur entre nous, et tu as ouvert une porte pour quelqu'un d'autre. Et j'ai quitté la pièce. Pas vite. Pas fort. Mais avec le poids d'un homme qui venait d'enterrer quelque chose de sacré. Je n'ai pas dormi. Je n'ai même pas essayé. La maison, sans ses illusions, semblait plus silencieuse que jamais. Chaque photo sur les murs, chaque détail du décor, tout ressemblait à un musée. Un lieu figé dans un passé mis en scène. Je suis resté dans le garage une bonne partie de la nuit. Le vieux sac de l'armée ouvert devant moi. Des câbles, des carnets, des disques durs que je n'avais pas touchés depuis des années. Je ne les avais pas gardés par nostalgie. Par instinct. Et maintenant, cet instinct prenait tout son sens. J'ai sorti une clé USB cryptée, sécurisée militairement, avec empreinte digitale. Elle s'est ouverte dans ma main avec un déclic presque solennel. J'ai lancé un environnement hors ligne. Aucune connexion. Aucun nuage. Ce que j'allais faire allait naître et mourir dans l'ombre. J'ai commencé par importer la 6e porte. 2 versions. Une avec watermark. Une propre. Puis j'ai rédigé un message. Un mail anonyme, adressé à 3 agences de relations publiques bien ciblées. Objet, urgent, contenu confidentiel impliquant Camille Morel, influenceuse. Aucun chantage. Aucun commentaire. Juste un nom. Une date. Un parfum de scandale. De quoi attirer les regards. De quoi nourrir la curiosité. Je ne voulais pas d'argent. Je voulais l'effondrement. Camille avait érigé son image comme une cathédrale.
Chaque photo était calibrée. Chaque mot choisi. Authentique, disait-elle dans chaque légende. Mais ce que j'avais vu, moi, était bien plus réel que tout ce qu'elle avait jamais publié. Que l'image brûle. Ensuite, j'ai accédé à une ancienne interface d'administration. Un réseau social sur lequel j'avais travaillé en freelance. Jamais lancé. Mais les outils fonctionnaient encore. Dont un en particulier, extraction et suppression de métadonnées sans perte de qualité. J'ai nettoyé la vidéo. Enlevé toute trace de localisation, d'horodatage. J'ai rendu le fichier fantôme. Puis, j'ai commencé une nouvelle carte. Pas de la vidéo, mais des gens. J'ai ouvert le profil LinkedIn de Benoît. J'ai croisé ses déclarations fiscales, les dépôts de société, les registres immobiliers. Trop de coquilles vides. Trop de mouvements suspects. Trop d'odeurs de fraude. J'ai créé un dossier, fils de Benoît. Des captures, des PDF, des relevés, des extraits de mes retrouvés sur ces clauses négligemment oubliées. Rien encore d'illégal. Mais tout prêt à prendre feu. Un ping. Un des cabinets RP avait répondu. Peut-on discuter en privé? Ce contenu peut avoir des implications juridiques. Je n'ai pas répondu. Ils n'étaient pas mon public. Ils étaient mes amplificateurs. Il était 3 heures du matin. J'étais toujours dans l'ombre, les yeux vides, non pas de tristesse, mais de concentration. Je ne perdais pas pied. J'assemblais le web. Chaque fil tendu. Chaque geste précis. Pas de vengeance aveugle. Une correction. Une équation morale. Camille avait sacrifié le sacré pour des likes. Benoît avait trahi un serment pour une pulsion. Ils pensaient que je tournerais le dos, vaincu. Mais ils avaient oublié une chose. Je ne fuis jamais. L'aube se leva lentement ce matin-là, grise et lourde. La maison était encore endormie. Le monde aussi. Mais moi, j'étais déjà éveillé depuis longtemps. Assis sur le porche arrière, un café fumant dans les mains, je regardais le jardin que j'avais jadis soigné avec elle. La balançoire que j'avais installée pour son anniversaire grinçait légèrement dans le vent. Vide. Comme le reste. Camille s'est levée bien plus tard, toujours dans sa routine impeccable. Pieds nus, robe de soie lâchement nouée, chignon désordonné qu'elle appelait authentique devant ses abonnés. Elle incarnait son propre branding, même au réveil. Mais ce jour-là, quelque chose a changé. Je l'ai senti dans le silence. Dans l'air. Depuis la cuisine, j'ai entendu le bruit sourd de ses pas, puis un souffle coupé. Court. Tranchant. Un deuxième. La respiration de quelqu'un qui voit, sur l'écran de son téléphone, le monde qu'il croyait contrôler commencer à s'effondrer. Des bruits de pas. Plus rapides, plus nerveux. Elle est apparue dans l'encadrement de la porte, le téléphone à la main, comme un objet contaminé. « Tu as vu ça » a-t-elle demandé, la voix tendue. Je n'ai pas répondu. Quelqu'un a divulgué quelque chose. Une vidéo. Je ne sais pas comment, mais elle circule. Elle m'a fixé. C'est toi? Je ne bougeais pas. C'est moi quoi? Elle a hésité. Puis reculé. Rien. Je dois gérer ça. Gérer. Le même mot qu'elle utilisait quand une publication ne performait pas, quand un partenariat échouait, quand son image était écornée. Mais là, ce n'était pas un creux d'engagement. C'était un effondrement. 1 heure plus tard, #Camille Morel était en top tendance. Pas pour son masque hydratant, mais pour une vidéo floue, granuleuse, sans pitié. Certains avaient coupé, flouté, commenté. Pas de nom, mais des soupçons. L'Internet faisait ce qu'il fait le mieux, juger, dévorer, condamner. Les marques de beauté furent les premières à réagir. Des mais, secs, tranchants, en raison des récentes révélations, nous suspendons nos collaborations. En quelques heures, elle perdit 3 contrats majeurs. Et plus de 27 000 abonnés. Les commentaires se divisaient. Trahison, hypocrisie, honte. Certains pleuraient un coup monté. D'autres creusaient dans ses anciens contenus, traquaient les vêtements, les lieux, les dates. Chaque fragment de sa vie virtuelle devenait une pièce à conviction. Et moi? Je restais silencieux. Inébranlable.
Elle tenta de me confronter de nouveau, en milieu d'après-midi. Les yeux écarquillés, la voix cassée. Elle balançait entre panique et culpabilité. Si c'est ta manière de te venger, tu as réussi. Je la regardais. Calme. Insondable. Je ne me venge pas. J'ai simplement cessé de protéger le mensonge. Qu'est-ce que ça veut dire? Souffla-t-elle. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin. Le soir venu, elle s'assit dans le coin du canapé. Recroquevillée. Les yeux rivés sur l'écran. Mais elle ne scrollait plus. Elle ne publiait plus. Elle regardait simplement s'effondrer. Son empire. Son image. Son monde. Je suis passé derrière elle. En direction de la cuisine. Mais mon regard fut attiré par son écran. Un article s'y affichait. Épouse parfaite ou imposture? La chute de Camille Morel. Une photo de notre mariage à gauche. Une image floutée tirée de la 6e porte à droite. Elle s'en rendit compte, ferma le portable d'un geste brusque. « Est-ce que tu me détestes ?» demanda-t-elle, à peine audible. Je l'ai regardé. Longtemps. Non, dis-je. Mais je ne crois plus en toi. Elle a vacillé. Comme si ces mots lui avaient brisé une côte. Elle a tourné la tête, et je suis parti. Le ciel dehors était d'un bleu violacé, étouffé. Les étoiles tentaient de percer à travers la brume. Je suis resté seul. Dans la pénombre. Un homme au milieu des ruines d'un foyer qui avait autrefois été un refuge. Je n'avais crié sur personne. Je n'avais rien cassé. Et pourtant, tout s'effondrait. Justement à cause de ce silence. Mais ce n'était pas la fin. Ce n'était même pas la tempête. C'était juste l'air qui se tend, avant que le tonnerre éclate. Benoît Delattre avait toujours cru à deux choses, le charme et l'élan. Le charme ouvrait les portes, l'élan les faisait rester ouvertes. Toute sa vie, ça avait fonctionné. Il plaisait, inspirait confiance, faisait rire. Il séduisait sans forcer, transformait les obstacles en anecdotes. Mais ce matin-là, quelque chose avait changé. Le soleil baignait son loft dans le centre de Neuilly-sur-Seine, les vitres du sol au plafond renvoyaient une lumière dorée sur ses trophées, ses œuvres d'art, ses conquêtes empilées. Et pourtant, les emails sur son écran n'avaient rien d'éclatant. Objet, avis de suspension immédiate. Objet, deuxième relance ou vérification éthique. Objet, accès au portefeuille bloqué temporairement. 3 messages. Tous avant 9 heures. Et ce n'était que le début. Le téléphone sonna. Il ignora. Puis encore. Il baissa les yeux sur son écran, comme si l'éclat du verre pouvait effacer ce qui se déroulait déjà. Je n'étais pas là. Je n'avais pas besoin de l'être. Chaque mouvement avait été précis, minuté. Les fichiers envoyés anonymement, transfert douteux, montage juridique, société écran. Ce qu'il avait tenté d'effacer trop tard. Des documents, des extraits bancaires, des pistes croisées et mises en forme. Rien encore de criminel. Mais tout donnait envie de creuser. Et c'était suffisant. Benoît, ce jour-là, tenta de faire ce qu'il faisait toujours, maîtriser. Il alla au club de tennis, espérant retrouver sa bulle. Le voiturier lui sourit, mais un peu trop poliment. À l'intérieur, ses amis étaient là, leur verre à la main. Conversation, rire. Mais quand il s'approcha, il y eut une pause. Infime. Mais il la sentit. Il fit une blague. Elle tomba à plat. Il parla d'un projet en cours, personne ne posa de questions. Les fissures, invisibles la veille, s'élargissaient déjà. Le soir venu, j'ai fait mon dernier mouvement de la journée. Je suis entré dans un service postal privé à l'ouest de la ville. J'ai remis une enveloppe scellée, sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur, des captures d'écran, des extraits de rapports, un message manuscrit en lettres capitales, suivez les montages. Demandez-lui le groupe Malora. Le lendemain matin, cette enveloppe serait sur le bureau du responsable conformité de son cabinet. Je n'avais pas besoin d'assister à sa lecture. La mécanique était lancée. Camille, pendant ce temps, poursuivait sa descente. Assise sur le sol du salon, autour d'elle, les kits presse qu'elle avait prévu de filmer,
les colis de marque devenus sans valeur. Chaque vibration de son téléphone amenait de nouveaux commentaires, de nouveaux rejets, de nouvelles ruptures. Elle leva les yeux vers moi comme une femme sur un navire qui coule, réalisant que je tenais la seule bouée, et que je ne la jetterais pas. Mais mon regard était déjà ailleurs. Plus tard cette nuit-là, Benoît s'était assis seul sur la terrasse de son immeuble. Devant lui, la ville brillait comme si rien n'avait changé. Il se versa un verre. Sa main tremblait. Pour la première fois depuis longtemps. Il posa le verre sur la table, doucement. Son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Un seul message, plus les murs sont hauts, plus ils cachent du verre. Aucune signature. Il relut la phrase 3 fois. Elle ne disait rien. Et pourtant, elle semblait le viser droit au cœur. Il observa les lumières de la ville. Et soudain, il sentit le froid. Pas celui qui rafraîchit. Celui qui pénètre. Celui qui annonce la fin d'un cycle. Quant à moi, j'étais déjà ailleurs. Sous un abri de station-service abandonné, hors de la ville. La pluie tombait, lourde, continue. À mes côtés, un homme silencieux, capuche rabattue. Il ne posa aucune question. Il me remit une petite enveloppe et une clé USB. À l'intérieur, 3 photos imprimées. Une de Benoît, bras autour d'une femme inconnue, entrant dans une maison à Neuilly. Une de Camille, même maison, jour différent. Sans alliance. Une troisième, les deux ensemble, à l'intérieur, filmés depuis un toit lointain. Rien d'explicite. Mais trop intime. Trop évident. Je suis rentré sans bruit. Camille était dans la cuisine. Elle fixait son téléphone. Je pouvais deviner qu'elle avait tout perdu. Les dernières marques. Les derniers contrats. Elle ne leva même pas les yeux quand j'entrai. J'ai appelé ma mère, dit-elle soudain. Je remplis un verre d'eau. Elle m'a dit de ne pas venir. Elle m'a dit que j'avais humilié la famille. Que je devais disparaître un moment. Je bus lentement, sans répondre. Peut-être qu'elle a raison. Ces mots frappèrent plus fort que tous ses aveux. Elle se tourna vers moi. Ses yeux étaient vides. Brisés. « Est-ce que tu me détestes ?» demanda-t-elle encore, comme quelques jours plus tôt. Je reposai mon verre, doucement. Ce qui fait le plus mal, Camille, c'est que non. Je ne te déteste même pas. Elle ouvrit la bouche. Voulut répondre. Trouver un mot. Un sens. Mais il n'y avait plus rien à dire. Tout avait brûlé. Je sais que j'ai détruit tout ça, murmura-t-elle. Mais je ne pensais pas que ça tomberait si vite. Je m'appuyai contre le plan de travail. Bras croisés. Tu as mis le feu aux fondations. Pourquoi es-tu surprise que la maison s'écroule? Elle voulut se défendre. Tenter quelque chose. On pourrait essayer? Non, dis-je calmement. C'est fini. On ne revient pas de là. Elle tourna la tête. Se serra les bras comme si elle cherchait une armure. Alors tu vas partir? Me laisser couler? Je secouai lentement la tête. Tu t'es noyé depuis longtemps, Camille. Tu viens juste de réaliser que tu ne respires plus. 2 heures plus tard, elle monta une valise. Pas de discours. Pas d'adieu. Juste, le bruit d'une porte qui claque. Je la regardai partir, dissimulée derrière les stores. Ses feux arrière disparurent dans la pluie. Elle ne savait pas. Pas encore. Les photos. La clé. Ce n'était pas pour elle. C'était pour lui. Le lendemain matin, Benoît trouva une enveloppe glissée sous sa porte d'entrée. Pas de timbre. Pas de nom. Juste un mot inscrit à la main en lettres noires, frère. À l'intérieur, 3 photos. Et une feuille blanche, sur laquelle une seule phrase était tapée, tu as pris ce qui ne t'appartenait pas. Maintenant, je vais prendre ce qu'il te reste. Il resta là, debout, l'enveloppe tremblant dans ses mains, figé sur le seuil de son propre appartement. Pour la première fois depuis des années, son sourire avait disparu. Il n'y avait plus de soleil. Même le chant des oiseaux semblait s'être tu. Un silence étrange régnait sur la ville, comme si elle retenait son souffle. Pendant ce temps, moi, j'étais dans le garage. La porte entr'ouverte, la lumière pâle du matin glissant sur le béton froid. Dans mes mains, une lettre. Son écriture.
bouclée, familière. Adrien, simplement. Je savais qu'elle allait écrire. Les gens écrivent toujours, une fois que le silence devient trop lourd. Je l'ouvris. Sans cérémonie. Pas par indifférence. Par nécessité. Adrien, je sais que je ne mérite plus rien de toi. Ni ton regard. Ni ton temps. Mais cette lettre n'est pas une demande de pardon. C'est une vérité. La seule. Je n'ai jamais prévu de te trahir. Je ne me suis pas réveillé un matin en décidant de détruire ce que nous avions. Ça s'est fait par petites morts. Un oubli. Un silence. Un éloignement. J'ai commencé à me sentir invisible. Et au lieu de te parler, je me suis éloigné plus encore. Puis j'ai trouvé quelqu'un qui me faisait oublier ce vide que j'avais moi-même creusé. C'était mal. Je le sais. Mais c'était réel. Pas de l'amour. Non. Juste une fuite. Une punition que je croyais mériter, parce que je ne me sentais pas digne de toi. Tu étais stable. Présent. Et j'ai fui. Parce que j'étais incapable de recevoir cette fidélité sans me sentir exposé. Tu n'as jamais échoué, Adrien. C'est moi. Je t'ai trahi. Et j'ai trahi tout ce que nous étions. Je voulais te dire ça en face. Mais tu ne me regardais plus. Et je ne t'en veux pas. Pas pour ce que tu as fait. Pas pour ce qui viendra. J'espère qu'au milieu de ce silence, tu trouveras au moins la paix. Et peut-être, très loin d'ici, une petite part de moi vivra encore dans ce que tu étais, avant qu'on se perde. Je ne demande rien. Pas ton pardon. Pas ta pitié. Juste que tu saches, je ne t'ai jamais cessé d'aimer. Même en te détruisant. Aime. Je repliai la lettre. Lentement. Comme si elle était faite de verre. Je ne pleurais pas. Je ne parlais pas. Je restais simplement là, à ressentir le poids de ce qui avait été dit. Et celui, plus lourd encore, de tout ce qui ne le serait jamais. Plus tard ce jour-là, je suis monté dans la voiture. Direction les collines, un lieu que nous visitions autrefois, quand la vie était encore simple. Là-haut, les bancs de pierre, les vieux chênes, le ciel ouvert. J'avais pris la lettre. Les photos. La clé. Tous les fragments de cette histoire. Je les ai posés sur une pierre plate. J'ai versé un cercle de liquide inflammable. Et j'ai craqué une allumette. Le feu a pris immédiatement. Je me suis reculé. J'ai regardé les mots devenir cendres. Les visages se recroquevillaient sous la chaleur. Les souvenirs se faire emporter par le vent. Je ne souriais pas. Je ne fronçais pas les sourcils. Je ne ressentais pas de victoire. Seulement une conclusion. Ce chapitre-là, notre mariage, l'image de ce qu'il était terminé. Réduit en poussière. Je suis reparti, alors que le dernier coin de la lettre de Camille s'enroulait dans la flamme. Et le vent s'est levé, juste assez pour emporter les cendres. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire jusqu'à la fin. Si elle vous a ému, surpris ou même bouleversé, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Vos retours sont essentiels et nous permettent de continuer à partager des récits toujours plus proches de la réalité. Si ce type de contenu vous intéresse, pensez à vous abonner, à cliquer sur j'aime et à activer la cloche pour être averti dès la publication des prochaines vidéos. De nombreuses autres histoires vraies, touchantes et parfois choquantes vous attendent. À très bientôt pour un nouveau récit.